Oula, quelle chaleur, là. Ah, il fait chaud, hein? Il fait très chaud, là. Il fait très chaud. Comme il y a une autre conférence de presse cet après-midi, il va falloir aérer et rafraîchir. Monsieur le Premier ministre, cher Philippe Couillard, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, une tradition instituée il y a déjà quelques années, bientôt 40 ans, nous réunit aujourd'hui, une nouvelle fois, même si c'est pour nous deux une première, la rencontre biannuelle entre les premiers ministres français et québécois. Il me revient donc aujourd'hui d'accueillir mon homologue, et c'est pour moi et les ministres présents une très grande joie, et une joie fraternelle. Il y a un climat particulier à l'occasion de ces rencontres entre nous. Nous l'avons encore illustré avec le sourire il y a un instant à l'occasion de la photo de famille. Oui, car ce sont bien des liens fraternels qui nous unissent. Et par exemple, je veux le dire avec mes remerciements du fond du cœur, les Français ont été touchés par la mobilisation, j'allais dire exemplaire, unique même, unique dans le monde, des Québécois, témoignant de leur solidarité envers la France dans ces heures terribles qu'elle a traversées au début de l'année. Vous avez fait voter un texte, vous avez demandé le consentement de cette Assemblée, vous me l'avez offert. C'est un très beau texte de solidarité que vous avez proposé à votre Assemblée. Et je crois qu'il restera gravé dans le marbre de nos liens, d'autant plus que vous aussi, vous avez été éprouvé évidemment par ces attaques terroristes. Ce rendez-vous est celui que vous avez eu avec le président de la République, illustre la relation directe et privilégiée qui unit la France et le Québec depuis si longtemps. Il fait même davantage qu'illustrer cette relation, il la fait vivre et il lui donne ainsi toute son ampleur. L'amitié, la fraternité qui lie nos deux peuples s'appuie sur des valeurs partagées au sein de la communauté transatlantique. Elle s'appuie également, et c'est là une des spécificités de notre relation, sur une culture et une langue commune. Elle est un témoignage vivant de la diversité de la francophonie à travers le monde, cette francophonie qui, aujourd'hui, incarnée par sa secrétaire générale, Madame Jean. Mais tout à l'heure, lors de la réunion, vous avez donné une très belle définition de la francophonie, c'est-à-dire non pas celle d'une nostalgie, qu'on cultiverait, mais d'une francophonie qui est le vecteur dynamique de cette relation et de tout ce que nous pouvons faire ensemble, entre nous et dans le monde, dans bien des domaines, nous y reviendrons. Les accords que la France et le Québec signaient voici plus de 50 ans concernaient la coopération et les échanges dans le domaine de la culture et de l'éducation. Tout cela reste évidemment profondément d'actualité. Mais quel chemin parcouru depuis? Notre relation se décline désormais autour de nombreuses thématiques, échanges humains, enjeux économiques, scientifiques et bien sûr toujours culturels et artistiques. Elles nous ont été présentées ce matin par les ministres français et québécois. Elles témoignent de la richesse de l'éventail de notre coopération et là aussi, elle s'enrichit d'année en année. La lutte contre le changement climatique. Et la France, vous le savez, a cette année une responsabilité particulière. L'innovation numérique, le développement économique, en lien par exemple avec le Nord québécois, et la stratégie maritime. Voilà des sujets de notre temps, des sujets en pointe sur lesquels le Québec et la France disposent d'une expertise et d'un savoir propre, dopé, si je puis dire, là encore par la francophonie. Des savoirs qu'ils sont prêts à partager pour avancer ensemble et main dans la main. Je veux de ce point de vue-là saluer votre engagement et votre leadership personnel dans le domaine
du climat et de la préparation du grand rendez-vous planétaire qui aura lieu à Paris à la fin de l'année. Le Québec est invité à la COP 21. Il participera à de nombreux événements, notamment au grand forum sur les régions qui aura lieu en juillet à Lyon. Et puis, vous serez présent avec vos propositions à l'occasion de l'agenda des solutions. Et nous ne doutons pas, et je ne doute pas, que votre contribution sera très importante avec bien d'autres États et bien d'autres régions. La relation qui unit la France et le Québec s'enrichit au gré de nos rencontres régulières, d'accords et de déclarations qui sont autant de promesses pour l'avenir, et l'importance de votre délégation économique l'atteste, et de réalisations concrètes pour le temps présent. Notre entente permet des relations économiques denses, et je me réjouis donc à l'instant de nouveaux accords commerciaux importants, plus particulièrement dans le domaine des transports. Les ententes que nous venons de signer renforcent aussi des domaines de coopération existants et ouvrent en même temps de nouvelles perspectives. Je citerai notamment la mobilité étudiante et la coopération universitaire, une entente qui a longuement été commentée en France comme au Québec. Et même si la réalité budgétaire s'impose à nos deux gouvernements, nous en parlions tous les deux en aparté, personne ne peut le nier, cet accord affirme la spécificité des Français dans le dispositif québécois, et nos jeunes compatriotes, si nombreux, continueront donc de bénéficier de ces dispositifs particuliers. Et cela tombe bien, car la jeunesse française est attirée par les opportunités qu'offre le Québec. Nos compatriotes, nos jeunes compatriotes, y portent eux aussi les valeurs de la République française qui rayonnent outre-Atlantique. Cet accord préserve le caractère unique, spécifique de la relation entre nos deux pays, et je m'en réjouis. Et vous, à travers votre déplacement à Bordeaux, je crois que là aussi, vous l'avez bien senti, nous souhaitons, nous, accueillir bien plus d'étudiants québécois en France. Les accords bilatéraux que nous signons au gré des années sont extrêmement importants, car ils ont un impact aussi sur la vie quotidienne des Français et des Québécois, et sont ainsi la démonstration que notre relation repose également sur des projets concrets. Mais surtout, et j'en termine, ces accords célèbrent la fraternité entre le Québec et la France. Ils montrent bien sûr que notre relation est un héritage du passé, de l'histoire, un lien culturel, et nos deux ministres de la Culture en ont très bien parlé, mais tourné aussi vers l'avenir, je pense au numérique. C'est donc un atout pour faire face aux défis que nous connaissons. Nous sommes dans un monde ouvert, globalisé, mais où notre relation représente, je n'en doute pas, une formidable, une exceptionnelle force pour nos deux nations. Je crois, Monsieur le Premier ministre, cher Philippe, que votre déplacement est un vrai succès. Il a marqué les esprits et il a approfondi notre relation. Je me prépare donc à mon déplacement, quand viendra mon tour de venir vous rendre visite. Merci encore. Merci, le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, merci. Vous y serez plus que bienvenu et on vous accueillera, j'en suis sûr, avec la même générosité, la même affection qui a été celle de votre gouvernement, des différents partenaires que nous avons rencontrés au cours de cette semaine fort chargée, mais vous l'avez dit, fort productive. Cette 18e visite alternée des premiers ministres, je crois, marque une époque qui nous tourne vers l'avenir de notre relation. Et je voudrais placer mes mots sous le signe et sous le thème de la francophonie, un élément, bien sûr, qui nous unit fortement. Une francophonie ancrée sur l'histoire, oui, mais également sur l'avenir. Une francophonie qui se veut maintenant économique davantage, économique entre la France et le Québec. On a plusieurs axes de collaboration et d'échanges qu'on va approfondir. Une francophonie culturelle, mais culturelle moderne, avec le numérique, qui nous permet de faire diffuser nos produits culturels partout sur la planète à partir de notre espace commun francophone. Une francophonie scientifique, la francophonie de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui servira à guider nos décisions de gouvernement, par exemple, dans notre cas, dans le développement du nord du Québec, le développement de notre territoire maritime immense, et les autres décisions que les pouvoirs publics doivent prendre. Une francophonie également qui s'implique dans les grands défis planétaires de notre temps. Je commence par la culture, encore une fois, l'entente sur la diversité culturelle de l'UNESCO, dans laquelle le Québec a joué un rôle important à l'époque,
doit être maintenue active, très vivante et bien sûr précisée compte tenu du nouveau contexte numérique. Le changement climatique, oui, vous avez fait allusion à ce thème qui pour nous est très important. Moi, je place ce thème sous le double angle de notre responsabilité planétaire, de la responsabilité envers les prochaines générations, mais également celui de la croissance économique. Trop souvent, on essaie d'affronter ou de faire choisir faussement les gouvernements et les populations entre la lutte contre les changements climatiques et le développement économique. Nous sommes en train de prouver chez nous, avec le marché du carbone, que nous sommes capables de créer une croissance économique, une nouvelle économie, de nouveaux emplois, les emplois du prochain siècle, ceux d'une économie plus sobre en carbone. Et enfin, le défi, vous y avez fait allusion suite à la manifestation de solidarité et d'émotion profonde qui a gagné les Québécois et les Québécoises suite aux événements de janvier dernier, l'enjeu de la sécurité, où bien sûr nos gouvernements, nos services doivent collaborer de façon constante. Notre ministre de la Sécurité publique, d'ici très peu de temps, sera également présente pour nouer ses contacts avec ses vis-à-vis, comme elle l'a fait ailleurs en Europe. C'est la responsabilité primordiale des États, c'est-à-dire d'assurer la sécurité de leurs citoyens et de leurs citoyennes. Et nous sommes contents d'être avec vous, engagés dans une nouvelle collaboration encore plus forte sur ce plan. Alors, merci encore au gouvernement de la République, merci à la France, merci aux Français et aux Françaises d'accueillir si généreusement et avec tant d'affection les Québécois. Nous avons devant nous de nouvelles voix, mais de nouvelles voix qui sont ancrées dans le socle historique de notre relation et dans l'affection profonde qui nous unit. Merci donc, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Il y a sans doute des questions. Oui, bonjour. Charles Le Cavalier du Journal de Québec. Monsieur Valls, Monsieur Couillard. Pardon. Le Québec entreprend une réforme majeure de son système de santé. Monsieur Couillard, est-ce qu'il y a des éléments du système de santé français qui vous inspirent? Et Monsieur Valls, est-ce qu'il y a des domaines d'expertise que la France pourrait partager avec le Québec là, dans ce domaine-là? Et par ailleurs, Monsieur Couillard, je ne sais pas si vous pourriez commenter les accusations d'abus de pouvoir posées contre votre ministre de la Santé. Merci. Pour ce qui est de la réforme de la santé, effectivement, nous avons une réforme de la gouverne et qui est poursuivie avec la territorialisation, la régionalisation en France aussi. Nous voulons simplifier. Vous savez qu'on enlève un niveau de gestion dans notre système de santé. Ce qui nous inspire particulièrement du côté français, c'est le mode d'allocation budgétaire, la façon dont on paie nos établissements de santé à l'activité, selon ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, plutôt que par des budgets historiques renouvelés automatiquement. C'est une façon d'influencer assez profondément la culture du réseau de la santé et ça fait partie des éléments d'inspiration. D'ailleurs, il y a de nombreux échanges depuis plusieurs années entre la France et le Québec. Sur la question que vous avez posée, je crois que vous faites allusion à la situation au CHUM. Bien sûr, je ne gérerai pas le CHUM à partir de Paris. Je dirais que ma préoccupation principale, ce sont les patients. Les malades ne doivent en aucun cas souffrir des problèmes, des querelles qu'ils peuvent avoir dans un grand établissement comme le CHUM. C'est le plus grand établissement de santé que nous avons. Il sera l'objet d'une construction neuve, moderne, que l'ensemble des Québécois donnent au système de santé pour améliorer les soins. Alors pour moi, c'est ce qui est avant tout la priorité. J'ai entièrement confiance dans le ministre de la Santé et des Services sociaux pour continuer à accompagner le CHUM vers l'avenir. Et encore une fois, on pense avant tout aux patients. Il y a, je n'en doute pas, beaucoup de domaines, mais nous le voyons bien, que nous pouvons partager et qui peuvent représenter à la fois les échanges de bonnes pratiques, mais qui, pour nous, Français, peuvent demander expertise et être utiles. C'est vrai, par exemple, dans le domaine universitaire. Mais il y a un domaine sur lequel, je l'ai dit au Premier ministre, nous pouvons travailler encore davantage. Les deux ministres en charge de la sécurité vont, vous venez de le dire, vont bientôt se rencontrer. Et nous sommes particulièrement intéressés, mais ce n'est pas nouveau. Spécialiste de la sécurité que j'étais, quand j'étais maire d'Évry, le sait bien, il y a en matière de sécurité, mais aussi de la manière dont on vit ensemble, dont on traite de la diversité, dont on mène aussi la lutte contre la radicalisation, une expertise québécoise qui peut être, de ce point de vue-là, particulièrement utile. Mais le domaine est tellement important que ce point de presse n'y suffira pas. Le Premier ministre a dit quelque chose de très juste tout à l'heure quand on s'est rencontrés. Il a souligné que, pour lui, mais j'y adhère totalement, quand on gouverne aujourd'hui, c'est évidemment pour le présent, mais c'est pour l'avenir. On prépare nos pays, nos États, nos nations. Nous les préparons pour tous ceux qui gouvernent. Nous les préparons pour l'avenir.
et pour nos jeunesses. Et quand on s'engage ensemble sur la préservation de la planète, sur la culture, sur le numérique, sur l'échange universitaire, et évidemment c'est tout le rôle de l'Office franco-québécois, on se tourne résolument vers l'avenir. Et c'est cette expertise sur la jeunesse qui est sans doute ce que nous pouvons le mieux partager. Nous sommes dans ce monde ouvert, les jeunes se parlent, pas besoin de nous, ils ont des réseaux, Internet, des études, des échanges, et c'est cette expertise sur l'avenir et sur la jeunesse qui, je crois, renforcera au fur et à mesure, encore davantage, si c'était nécessaire, notre relation qui est déjà exceptionnelle. Bonjour, Mallory Beauchemin, journal La Presse, Montréal. Allez-y, allez-y. Monsieur Valls, Monsieur Couillard, on parle de francophonie économique, francophonie culturelle. Vous parlez de mobilisation des étudiants. Monsieur Couillard, vous en avez glissé un mot. Votre ministre de la Sécurité publique, Mme Thériault, va rencontrer le ministre de l'Intérieur. Vous l'avez déjà fait. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence de part et d'autre de la France et du Québec de s'assurer que les jeunes ne sombrent pas sous l'influence de réseaux djihadistes francophones? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'entente ou de partage d'informations, de coopération dans ce sens-là? D'abord, il y aura effectivement des confirmations d'entente, mais il ne faudrait pas penser que rien n'existe. Il y a beaucoup d'ententes et de collaborations qui existent au moment même où nous le parlons et depuis quelque temps, et depuis déjà pas mal de temps. Depuis que ce nouvel environnement du terrorisme a gagné malheureusement la planète, les services de sécurité partout sont en lien, notamment sur le plan de la cybersécurité. Hier, j'ai rencontré privément un des représentants des services de sécurité français s'occupant de la cybercriminalité, qui me dit à quel point les échanges sont serrés avec ses vis-à-vis québécois sur cette question. Parce que dans la prévention de la radicalisation, il y a l'action en amont dans les communautés, mais il y a tout à fait, vous avez raison, la surveillance du Web. Alors, Mme Thériault est là pour développer davantage encore ces liens et s'assurer qu'ils soient constants. La coopération dans ce domaine-là, bien évidemment au niveau européen, est d'une très grande qualité. Je l'ai initiée comme ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve la poursuit, et cette coopération, elle touche aussi, elle concerne tous les pays qui sont concernés par le risque terroriste, par la menace terroriste, celle du djihadisme, de l'islamisme radical, et donc l'Amérique du Nord est tout particulièrement concernée. Et sur le cyberespace, sur Internet, au-delà des relations entre services de sécurité et services de renseignement, c'est vrai pour le Québec, c'est vrai évidemment pour le Canada, nous avons là un travail déjà entamé et que nous devons poursuivre avec les grands opérateurs. L'Internet, ça a été tout le sens d'ailleurs du déplacement, je crois, très fructueux de Bernard Cazeneuve il y a quelques jours, quelques semaines dans la Silicon Valley. Et bien sûr, même si ça n'est pas le seul objectif, notamment pour ce qui concerne les francophones, nous sommes face à un défi majeur pour nos sociétés. Je crois que la France et le Québec l'appréhendent ensemble avec beaucoup de détermination. Bonjour, messieurs. Louis Lacroix du réseau Cogeco au Québec. Le Québec va préparer en fait, le gouvernement de M. Couillard est à préparer une politique sur la neutralité de l'État. Vous avez fait référence tout à l'heure à votre passé de maire d'Évry, où il y avait, je pense, une importante communauté, en fait, multiculturelle, si je puis dire. Vous avez réussi à implanter quand même un vivre ensemble acceptable. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ce sujet-là? Quelle devrait être la priorité? Ou pouvez-vous partager votre expérience qui fait en sorte que chez vous, ça se passe bien, M. Valls? Merci. Merci de vos compliments et de l'hommage que vous rendez à mon action comme maire. Je reçois d'ailleurs dimanche, c'est la journée des droits des femmes, le 8 mars, et je reçois ici, à l'hôtel de Matignon, des femmes d'Évry, qui représentent cette diversité. Mais moi, je n'ai aucun conseil à donner, je n'ai que des conseils à recevoir dans ce domaine-là, parce qu'il faut être modeste. Partageons des valeurs, des cultures communes, en même temps, nous sommes dans des sociétés différentes, mais je l'ai dit il y a un instant, nous pouvons, avec des systèmes, mais c'est le cas aussi en Europe, des systèmes, appelons-les, d'intégration ou de vivre ensemble qui sont différents, même si les sous-bassements, les valeurs sont les mêmes, nous inspirer les uns et les autres. C'est-à-dire qu'au fond, comment, dans un monde ouvert, nos sociétés
qui adhèrent à une même culture, à une même langue, c'est la francophonie, sont capables d'accueillir et d'intégrer cette diversité. La force de nos sociétés, et c'est le cas, je le sais, pour le Québec, c'est le cas, je l'espère, pour la France, nous en parlerons beaucoup cet après-midi, c'est de faire vivre la diversité des origines. Chacun a ses origines. Moi, je suis né espagnol, je suis Premier ministre de la France. Mon homologue québécois est français pour une partie. Mais c'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est une belle image par ailleurs. Comment on fait vivre cette diversité des origines et comment en même temps on partage des valeurs qui ne sont pas uniquement celles de deux nations, mais qui sont par ailleurs des valeurs universelles. La démocratie, la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, la neutralité de l'État, la séparation, avec nos histoires bien sûr particulières, la séparation des églises, des cultes et de l'État, ce que nous appelons, nous, la laïcité. Tous ces aspects-là, cette diversité, nous la faisons vivre dans une communauté qui est la communauté nationale. Et c'est ce pari-là, ce défi-là, qu'il nous faut réussir. Et je crois que toutes les sociétés modernes, ouvertes, qui aujourd'hui fonctionnent de moins en moins de façon verticale, mais de manière horizontale, doivent les réussir. Et nous en avons parlé, c'est dans l'échange que nous pourrons les uns et les autres progresser. Alain Laforêt, TVA. Messieurs, bonjour. Je voudrais ajouter sur ce que vous venez de dire, Monsieur le Premier ministre Val. Est-ce qu'effectivement, il y a une expertise qui pourrait être donnée par la France pour que le Québec ne vive pas dans 20 ans ce que vous vivez en France actuellement au niveau de la radicalisation ou au niveau de la neutralité de l'État? J'ai appris, moi, beaucoup, ces 2 dernières années, des dispositifs de contre-radicalisation que certains pays anglo-saxons en Europe ou des pays du nord de l'Europe ont mis en œuvre. Ce qui n'était pas dans notre tradition. Nous n'avions, nous, jamais parlé de contre-radicalisation. Mais c'est vrai que nous n'avons jamais été confrontés à des phénomènes où plusieurs centaines, 3000 Européens sans doute aujourd'hui, sont en Syrie ou en Irak. Et c'est un mouvement, malheureusement, qui aujourd'hui croît. Quand on a 1400 Français ou citoyens vivant en France qui sont concernés par ce phénomène, on est obligé de répondre à des questions qu'on ne se posait pas il y a quelques années. Donc déjà, agissons pour le présent. Mais moi, je le disais au Premier ministre, nous avons beaucoup aussi à apprendre du Québec, de sa vision, de sa manière de traiter ce vivre ensemble. En tout cas, il y a des défis considérables et l'échange entre les grandes démocraties doit permettre, me semble-t-il, d'être plus efficace auprès des familles, auprès des jeunes, de mieux comprendre comment on bâtit une société où il fait bon vivre ensemble. Mais je vous invite à la conférence de presse que nous donnerons avec plusieurs ministres cet après-midi, suite à un comité interministériel, sur précisément 2 belles notions que sont la citoyenneté et l'égalité. Bonjour messieurs, monsieur le Premier ministre Valls, une question de politique nationale. Le Conseil général du Tarn vient de choisir, de voter un projet concernant le barrage de Sivens, un projet diminué. Êtes-vous satisfait de ce nouveau vote? L'ordre d'évacuation a immédiatement été donné. Était-ce votre volonté, votre souhait également? Et plus globalement, est-ce que ce scrutin, ce nouveau vote, n'est pas là un signe un peu ambigu sur les grands projets d'infrastructures qui peuvent être lancés aujourd'hui en France, alors que la France, par exemple, envisage de candidater aux Jeux Olympiques, à l'Expo universelle? Est-ce que la France a encore les moyens de ses ambitions de se lancer dans de grands projets d'infrastructures? Je vais répondre avec mes excuses à cette question. Ne vous en faites pas, nous avons fait tantôt état de la politique québécoise. Elle nous rattrape. Bon, à une très large majorité, vous venez de le dire, l'Assemblée départementale du Tarn a voté en faveur d'un nouveau projet adapté aux besoins de l'agriculture. Les élus, je veux le dire, quel que soit d'ailleurs leur bord, ont fait preuve de responsabilité et de décision. Et je veux saluer tout particulièrement le président du Conseil général, Thierry Carcenac, qui a permis cet aboutissement. Le projet initial est abandonné, c'était la recommandation des experts, des spécialistes, suite à la mission que Mme Ségolène Royal leur avait commandée.
Ceci est sans doute de nature à apaiser les choses sur place. Le nouveau projet, et c'est important, répond, je crois, aux besoins d'irrigation de l'agriculture localement. Et l'État en soutient pleinement la réalisation. L'heure doit être à l'apaisement et à la responsabilité. C'est ce que nous avons dit hier encore avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Je veux d'ailleurs lui rendre hommage. Bernard Cazeneuve suit ce dossier depuis plusieurs mois, et notamment suite au drame qui a conduit à la mort d'un jeune homme. Je veux rendre hommage au préfet et aux forces de l'ordre, mais qui sont, au moment où nous parlons, encore en train d'agir, et qui font un travail extrêmement difficile pour éviter un nouveau drame, pour apaiser, pour éviter toute confrontation. Il faut maintenant que tout cela s'arrête et que la vie normale reprenne ses droits sur son territoire. Les occupants illégaux doivent à présent quitter les lieux. Le dialogue était suffisamment nourri pour que, évidemment, chacun fasse preuve de la plus grande responsabilité. J'ai dit hier que, aussitôt après ce vote, l'État assumerait totalement ses responsabilités, c'est-à-dire de maintenir l'ordre républicain. Ceux qui continueraient sur le terrain à s'opposer à la légitimité des élus du territoire, qui ne respecteraient pas l'état de droit, qui ne voudraient pas que les choses s'apaisent, doivent savoir qu'ils trouveront une réponse extrêmement déterminée, extrêmement ferme de l'État, et aucune action contre la démocratie ne pourrait être tolérée. Enfin, nous avons besoin tous de grands projets pour investir vers l'avenir. Là, il s'agit de projets dimensionnés au territoire. Il me permet de vous rappeler que ces dernières semaines, j'ai pris des décisions importantes sur la réalisation du canal Seine-Nord ou sur le Lyon-Turin. Ce sont des projets d'envergure. Ce sont plusieurs milliards d'investissements. Notre pays a besoin de préparer l'avenir dans bien des domaines. Et donc, chacun peut être conscient, mais avec le souci aussi de la concertation, du dialogue, de la démocratie. Le président de la République s'est souvent exprimé là-dessus, parce qu'il faut être capable d'écouter. Mais quand les élus se sont exprimés, quand il y a eu ce travail d'écoute qui a été souhaité par le gouvernement, dans lequel se sont engagés aussi bien Bernard Cazeneuve que Ségolène Royal, on avance. Donc personne ne doit douter de notre détermination à mener ces projets, encore une fois, à condition qu'ils soient utiles, bien calibrés et qu'ils aient fait l'objet du travail de concertation. De ce point de vue-là, je veux dire aux agriculteurs de notre pays, et notamment de ce département, qui sont souvent des gens qui travaillent dur, ont un métier difficile, dans des conditions souvent complexes, qu'ils ont aussi, évidemment, notre soutien. Et nous avons besoin, bien évidemment, de ressources, de réserves en eau pour qu'ils puissent accomplir tout simplement leur métier. Henri Elie, France Télévisions, François. Cette question va s'adresser aux deux premiers ministres. Vous avez fait une belle photo de famille tout à l'heure dans les jardins d'un presque gouvernement franco-québécois. J'aurais voulu savoir si cette union était la même exactement lorsque vous parliez de la stratégie maritime et notamment de l'extension du plateau continental ou encore du hub qui est prévu notamment dans le port de Saint-Pierre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors oui, les conversations sont très positives parce que je redécouvre à quel point l'horizon maritime économique est important pour la France aussi. Il l'est pour nous. On a énormément de liens de collaboration à tisser, des expertises françaises à recueillir également. Je suis au courant, on m'a parlé du projet à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et bien sûr, c'est un projet très intéressant pour nous parce que tout va reposer sur la logistique, tout va reposer sur la rapidité de circulation des biens et des marchandises. Notre point de vente, si vous me permettez l'expression, c'est de rappeler à l'Europe que si on veut envoyer de marchandises de l'Europe au cœur de l'Amérique du Nord, il faut passer par le Golfe, il faut passer par le fleuve Saint-Laurent, par Montréal, par la voie maritime. Il y a là donc des occasions extraordinaires de développement d'infrastructures et d'expertise logistique. La stratégie maritime, c'est très important pour la France, qui est présente sur les 5 continents et sur toutes les mers et tous les océans. Je veux le rappeler, c'est un de nos atouts. Grâce à
à notre présence, notamment à travers les départements et les territoires d'outre-mer. Il y a une stratégie maritime, il y a des accords entre nos deux pays, il y a une stratégie maritime, mais je vous renvoie vers Annick Girardin, élue de Saint-Pierre-et-Miquelon, spécialiste de ces questions, et notamment du plateau, et ministre du gouvernement qui participait tout à l'heure à cette photo de famille qui incarnait bien évidemment notre amitié et notre relation exceptionnelle. La dernière, parce que je crois que nous avons un déjeuner. Oui, bonjour. Bien mérité, parce que nous avons beaucoup travaillé ce matin. Bonjour, Julien Pontus de l'agence Reuters. Vous avez beaucoup parlé de laïcité, de diversité. Est-ce qu'en France, on parle au gouvernement d'envisager d'interdire le voile à l'université? Est-ce que c'est une mesure dans ce cadre de vivre ensemble que vous envisagez effectivement? On peut toujours aborder cette question tout à l'heure, mais je vous réponds de la manière la plus nette et la plus lapidaire. Ça n'est absolument pas d'actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.